Madame, Messieurs, bonsoir. Une nouvelle fois, nous sommes ensemble. Je vous dis bonne année parce que c'est la toute première émission Lingo RDC 2021 que nous vivons ce jour. Il s'agit d'une nouvelle année que nous voulons beaucoup plus rose que celle vécue précédemment, donc l'année 2020. Et nous voulons continuer à évoquer des sujets qui permettront à la République démocratique du Congo de disposer d'une bonne santé. Et pour ce faire, vous le savez, nous avons toujours cette possibilité ou ce besoin d'inviter des personnalités qui viennent discuter avec nous sur des sujets importants qui portent sur la République démocratique du Congo. Et ce soir, j'ai le privilège d'avoir sur ce plateau un professeur d'université, le professeur Gabriel Banzamala Lemakuta, professeur des universités, s'il faille rester dans la logique des choses, mais aussi politique ou politicien, je ne sais pas à quoi le dire. Vous êtes en même temps député provincial de la province du Haut-Katanga. Est-ce qu'il y a une casquette que j'ai oubliée, professeur? Je vous dis bonsoir. Je suis avocat. Bonsoir Blaise. Avocat, oui, ça vous êtes avocat, je l'aurais dit, oui. Et président, fondateur, à vie, comme vous le dites, oui, de votre parti politique. Dénommé APRECO, Alliance des patriotes pour la réforme du Congo. De l'État du Congo. Ah, il y a une nuance en fait, effectivement. Oui. J'ai oublié qu'avec le professeur... C'est bien l'État du Congo. Professeur, il y a pratiquement près d'une dizaine d'années, ouais, un tabloïd célèbre à Kinshasa, Le Soft, vous considérez comme étant un homme très dangereux, scientifiquement. Est-ce que vous donnez raison à ce titre-là, ou bien vous prenez un peu de réserve vis-à-vis des éléments relayés, contenus dans ce titre-là qui a fait la une, effectivement, de l'actualité en son temps? Je ne suis pas journaliste, mais je salue l'intelligence particulière du professeur Kinke Moulumba pour avoir intitulé cet article-là sous cette dénomination « Cet homme est dangereux ». Ça avait effectivement éveillé l'attention des uns et des autres pour que nous entrions dans le monde des controverses, des débats scientifiques. Parce que nous sommes le premier, en Belgique comme en République démocratique du Congo, d'avoir fait une étude pendant 25 ans des recherches pour connaître comment le Congo avait été conçu, comment il avait été constitué comme État, parce qu'on aura parlé de l'État indépendant du Congo, de l'indépendance. Après 23 ans, il entre dans le tunnel ou sous le tunnel de la politique coloniale pendant 52 ans. Il en est sorti pour redevenir un État indépendant. Et nous avons eu l'opportunité pas de nous retrouver dans les discours des journalistes, des discours politiques, des discours des Belges ou de la Belgique dictés par la politique coloniale belge, mais nous avons reconstitué tous les actes juridiques relatifs à la conception, à la constitution et ou à la naissance de l'État du Congo jusqu'à son cursus actuel, au point où la conclusion à quoi nous avons abouti, c'était de faire valoir toutes les crises que le Congo aura connues dans le temps et dans l'espace
ont un dénominateur commun que l'on appelle la violation des engagements internationaux antérieurs. Donc, s'agissant d'un état d'engagement, un état d'accord, un état de consensus, la violation à tout moment de tous ces accords-là avait donné lieu à des crises, mais les crises de même nature. Okay. D'où la bonne question qui s'est posée déjà à l'origine, c'était de savoir comment le gouverner. Quels sont les principes de base pour donner lieu à la bonne administration qui tiendrait compte des droits et obligations réciproques de l'État lui-même, c'est pourquoi on parle de l'État de droit, de l'État lui-même, vis-à-vis de l'homme, le souverain primaire du Congo, 2, de la nation congolaise tout entière, et 3, des partenaires qui participèrent à la conception et à la constitution, si pas la naissance de l'État lui-même. Okay. Donc c'est pourquoi nous disons, nous avons l'avantage, on ne se vante pas comme ceux que nous entendons qui passent à la télévision pour insulter les gens, se proclamant les meilleurs constitutionnalistes, aller dans les annales de toutes les universités, il n'y a pas une thèse qui ait la même connotation que celle du professeur Banza Malale, intitulée « Les aspects juridiques dans les enjeux des crises congolaises, des origines à nos jours ». Et toutes les crises que nous rencontrons ont la même nature. Sous Léopold II, comme sous l'État belge, comme sous la nation politique congolaise. Même nature. Justement, ça, vous me permettez d'entrer dans le vif du sujet. Vous avez pratiquement, j'ai lu l'ouvrage, je le relis, j'ai eu le privilège d'assister à votre soutenance de thèse. Vous êtes revenu sur des indicateurs scientifiques qui mettent en exergue les origines des crises en République démocratique du Congo. Parlons pas de la République démocratique du Congo. De 1860 à nos jours. Mais est-ce que, en cette année, de 2020 à 2021, pouvons-nous affirmer que le Congo est en crise? C'est ça la grande question. Oui, le Congo est en crise dans la mesure où tout le monde est en train de sentir cette crise-là. Malheureusement, on n'a pas les microscopes pour circonscrire l'étendue de cette crise. On la voit dans la vie politique de l'État, alors qu'il faut la voir dans la vie juridique de celui-ci. Okay. En d'autres termes, la violation de tous les engagements sur le Congo constitue la principale cause des crises que le Congo aura connues dans le temps et dans l'espace. On n'aura peut-être pas le temps d'en relever, mais c'est la conclusion scientifique faite par le chercheur que nous sommes autour d'une grande étude consacrée comme une thèse. C'est différent d'une étude d'un chercheur qui a écrit après s'être rassuré, après s'être référé, après s'être rencontré avec tel ou tel autre scientifique. Mais ici, c'est un travail qui a été sanctionné par les aînés, pour qui j'ai de la déférence très particulière, ou mes pairs à moi pour des raisons de leur donner la place qu'ils méritent dans les milieux universitaires. Je cite ici Nguyandila, je cite ici Ndesho, je cite ici Évariste Bochab, Feu Kabouya Lumuna, paix à son âme. Je cite ici Kadoni, Université de Lubumbashi. Je cite ici Chitambwa Kazadi, Université de Lubumbashi. Et était aussi aligné notamment le professeur Zratman de l'université de Massachusetts University. Il y avait le professeur Angélé de Liège. Malheureusement, ça avait coïncidé avec les épreuves chez eux et ils ne s'étaient pas présentés. Ils m'ont quand même suivi, encadré,
Ce qui fait que je suis fier. Quand je parle, j'ai toujours invité ceux qui ont un avis contraire de venir sur le plateau, mais jusque-là, il n'y en a pas encore. Et ceux qui ne connaissent pas le professeur Banza, comme je vois dans les réseaux sociaux, qu'ils me voient et qu'ils sentent que je détiens la matière qui manque à beaucoup de juristes, qui s'appellent par défaut constitutionnalistes. Justement, je vais rentrer dans ce costume-là de vous, professeur d'université, particulièrement vous, enseignant du droit. Apparemment, c'est vous qui êtes à l'origine de crises. Du moins, je ne voudrais pas rentrer dans la science pour évoquer les crises vis-à-vis des engagements internationaux, mais au niveau interne, les conséquences justement du non-respect de ces crises-là au niveau interne fait que, visiblement, vos costumes ressemblent aux colorations politiques des personnes qui, effectivement, voueraient une certaine ligne de conduite à votre endroit. Et c'est ainsi que, voilà, sur des sujets bien clairs, précis, scientifiques, juridiques, nous avons deux aspects des choses qui nous sortent. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous, les juristes, qu'est-ce que vous faites à la nation congolaise? Quelque part, c'est une honte. La controverse qui existe aujourd'hui autour de toutes les questions que l'État est en train de rencontrer et qui sont à la base de la controverse, c'est des juristes qui tiennent des points de vue très différents. Et tous, nous avons la craie. Nous nous présentons devant les étudiants. Sur la même notion, il y a maintenant plusieurs réponses qui opposent, qui divisent le public, l'auditoire, qui divisent ceux qui nous suivent. Et c'est une honte. Le droit, qui est droit par définition, devient brisé comme un serpent. Parce que les hommes veulent être très légers pour défendre plus les considérations politiques et ce, au détriment des considérations juridiques pour éclairer l'État, la nation et l'homme congolais. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, de plus en plus, nous perdons la fiabilité dans le concert des nations. Et l'homme congolais ou le chercheur congolais, le juriste congolais pour la plupart, qui s'appellent aujourd'hui constitutionnalistes, on ne les a pas vus, qui sont à l'université depuis des décennies. On ne les a pas vus marquer l'étiquette des constitutionnalistes. Oui, vous pouvez être constitutionnaliste, généraliste, oui c'est bon, mais nous voulons que l'on parle des constitutionnalistes congolais. Et vous avez parlé de ce constitutionnalisme congolais où, devant quel jury, ou alors vous avez fait ce que fait tout le monde. C'est-à-dire quoi? Vous participez peut-être à la rédaction d'une constitution. Vous êtes constitutionnaliste? Point d'interrogation. Or, la constitution elle-même, par définition, c'est un document politique dont les articulations sont présentées en texte obligatoire, opposable à tous. Mais quand vous êtes politique et vous ignorez comment est-ce que est le Congo, vous aurez des problèmes très sérieux. Aujourd'hui, sur le plan international, les gens veulent comparer le Congo avec tous les autres pays d'Afrique qui sont nés comme État sur base de la Charte des Nations Unies de 1945 et sur base du résultat de la conférence d'Accra de 1958. Ils se limitent à ça. Et ici, chez nous, on récuse tout le passé comme si le présent est déjà suffisant et c'est pourquoi nous échouons. Le Congo est né sur le plan international et nous voudrions bien qu'on nous suive. Il est né sur le plan du droit international entre deux générations de celui-ci. La génération d'abord de droit des gens où on avait sous-tendu la politique coloniale, notamment ici chez nous en Afrique, exception faite du Congo, où on a sous-tendu la politique coloniale, même en Europe, la Belgique elle-même, venant aussi de ce système politique colonial sous l'empire de l'État que l'on appelle la Hollande. Et les autres États africains sont nés carrément, juridiquement, sur le plan de droit international en 1945. Et tandis que le Congo est né entre les deux,
à la suite d'un droit international spécial ou particulier que l'on appelle l'acte général de Berlin, et qui constitue les principes fondamentaux des libertés et des droits fondamentaux de l'homme par rapport au mieux-être de celui-ci en Afrique. Et le Congo va être considéré comme le point de départ à partir duquel toute l'Afrique pourrait entrer dans la civilisation. Et c'est pourquoi Frantz Fanon, quand il parle de ce que l'Afrique a la forme d'un revolver et que sa gâchette se trouve être placée au Congo, ce n'est pas Ce n'est pas chimérique, ce n'est pas une légende. Non, ce n'est pas de la prophétie. C'est de l'évidence juridique. Il faut voir tous les accords à partir du fleuve Congo et comment est-ce que celui-ci va servir de point de stratégie. Donc le Congo est un État stratégiquement créé au cœur de l'Afrique pour regrouper plusieurs politiques du monde, pour regrouper plusieurs stratégies du monde. Et quand vous venez avec une étiquette d'un connaisseur de droit, mais vous ignorez comment le Congo avait été conçu, et depuis son cursus, vous allez enseigner ce qui est très potable, très important, au Congo-Brazza, en Angola, au Rwanda, au Burundi, mais qui n'a pas de place ici chez nous. Et c'est pourquoi nous disons que les gens cessent d'être arrogants inutilement. Certes, nous reconnaissons, il y a des aînés qui ont l'âge de ceux qui nous ont donné cours, mais nous ne les avons pas rencontrés sur le banc d'études en tant que professeurs, mais qui n'ont jamais enseigné le droit constitutionnel, qui n'ont jamais enseigné le droit constitutionnel congolais. Et nous venons avec cette taille qui consiste à doter l'État congolais des principes juridiques fondamentaux qui consacrent sa conception, sa naissance, même sa bonne gouvernance. Mais les gens ne nous suivent pas parce qu'ils sont arrogants. Ce qu'ils connaissent, ils croient qu'il faut le communiquer et à tout instant. Mais apprenez aussi ce que les autres apportent comme science. D'autant plus que, vous le dites si bien, ce sont les juristes qui sont à la base de toute cette crise. C'est que les juristes, c'est cette médiocrité des juristes qui se pavanent à la télévision sans avoir une inspiration évidente à communiquer à ceux qui en ont besoin. Je parle ici de la nation congolaise. Professeur, vous aviez évoqué pendant plusieurs années, nous vous recevions dans des émissions, où vous demandiez même à ce que l'on puisse vous opposer à des personnes qui émettraient des idées contraires à celles émises par vous. Du moins, moi, en 16 ans, je n'ai pas vu des personnes qui m'ont appelé pour évoquer une idée d'opposition à Gabriel Banzama-Lema-Kuta. Oui. Vous évoquiez justement ce rapport qui existe entre le Congo et la communauté des puissances, comme vous l'appelez. Merci. Et il s'avère qu'en ce moment, de plus en plus, on se rend compte que la marche du pays est dictée par une certaine puissance et une autre invitée au même moment. On ne veut pas, on tend la main à gauche, on tend la main à droite, ainsi de suite. Et cela a des conséquences sur le vécu du Congolais. Qu'est-ce qui se passe concrètement? Oui, ce que l'ignorance tue. La Bible est le document le plus vieux et sacré à quoi nous faisons allusion, met en relief l'évidence selon laquelle le peuple périt par manque de connaissances. Il faut connaître le Congo. Connaître le Congo, ce n'est pas les histoires comme nous en entendons parler. Connaître le Congo, ce sont les actes juridiques évidents. Si vous en ignorez, c'est votre problème. Et dans l'étude que nous avons constatée, que nous avons consacrée, on vient de découvrir qu'il y a deux, même trois sortes de Congo. Il y a le Congo traditionnel, inspiration faite de l'ancien royaume Congo. Ça s'écrit avec la lettre K. Il y a le Congo-nation. Et ce Congo-nation, c'est une composante à l'intérieur de laquelle on trouve les éléments que l'on appelle les anciens États traditionnels, qui existent à ce jour. Et c'est pourquoi vous sentez le tribalisme nous accompagner comme une fausse évidence, mais elle est là, cette évidence. Le tribalisme, l'ethnicisme, ça incarne notre attachement à des États traditionnels, des droits coutumiers
qui n'ont pas pu résister ni à la colonisation, ni à la domination. Mais il fallait les intégrer, ceux qui ont fait le travail. Il n'y a pas eu un seul Congolais qui y a participé. Il fallait les intégrer en un État moderne que l'on va appeler pour la première fois l'Association internationale du Congo. Et avant cet État moderne, cet État-nation, paix à son âme, le professeur Samba Kaputo aura fait une grande étude là-dessus. Quand on parle de cette nation, c'est différent du peuple. C'est pourquoi moi je suis contre ceux qui vantent aujourd'hui le concept des peuples, sans citer celui de la nation. Les hommes comme Kimbangu, les hommes comme Patrice Emery Lumumba, Mobutu Sese Seko, Mouzé, Joseph Kabila, qui ont insisté dans leur langue à citer toujours le concept de la nation, ça nous élève au-dessus de nos considérations tribales. Et ceux qui s'emploient au peuple, ils sont dictés par l'esprit d'attachement à la tribu. Il faut le voir. Quand on vous nomme, vous êtes ministre, votre tribu, votre peuple, si vous voyez la composition des membres de cabinet tel que ça se fait hier, aujourd'hui, et même je suis bien content et bien d'accord pour demain, vous ne verrez que les peuples qui accompagnent le leader que l'on a désigné. Et c'est une maladie qui est attachée à nous. Et alors, ce que nous voulons, c'est de faire de la nation congolaise. Tous intégrons-nous, même le constituant de 2006, il demande que nous puissions nous mettre en position de créer une puissance politique nationale. Dès lors que nous n'avons pas la conception de la puissance politique nationale, à la place nous parlons du peuple, on ne sera jamais fiable par rapport aux partenaires qui ont besoin de venir investir ici chez nous. Si nous insistons sur le concept de l'État, c'est parce que, au-delà de cette composante politique nationale, dont la première dénomination aura été Association internationale du Congo, il y eut aussi, avant, et ce consécutivement, la conférence géographique de Bruxelles de septembre 1876, il y eut ce que l'on avait appelé, comme premier Congo avec la lettre C, le comité d'études du Haut-Congo. Les gens se mettent toujours l'idée en tête pour croire que c'est le Haut-Zaïre. Non, c'est le Congo. Quand vous lisez l'évolution des actes, c'est le Congo au travers du fleuve Congo. Toute l'Afrique centrale, ça s'appelle autrement le Congo. Il y a coexistence en Afrique centrale de plusieurs États politiques qui ont des droits de souveraineté différents. Et alors ces droits entrent en opposition les uns vis-à-vis des autres et il faut trouver le consensus pour savoir comment résoudre le problème du Congo tout en résolvant aussi ceux de ses voisins. Or, si vous n'avez pas cette conception, vous n'allez pas découvrir la valeur de la potentialité naturelle de nos richesses, parce que nos richesses sont enfouies dans le sol. Mais il faut avoir de la technologie, il faut avoir de la science, il faut avoir du capital pour les exploiter, mais nous n'en avons pas. Ce sont les puissances financières et industrielles qui doivent nous accompagner. Mais fort malheureusement, elles ont existé jusqu'au 17 et au 27 juin 1960, et ces puissances ont été liquidées, mais ne nous ont laissé que les vestiges qui ont constitué la beauté. Donc, la beauté du Grand Lac et la beauté du Kivu, par exemple. Je suis très content en vous suivant, professeur, parce que ce que vous disiez, au fait, a été relevé, même par le président français qui l'a dit ici. En 2007. En 2007, il a dit devant les élus nationaux, et ça a provoqué un tollé d'entendre le président de la République française évoquer que nos richesses devraient aussi susciter un petit partage avec les pays qui nous entourent. Pourtant, à vous entendre parler, ça a un fondement juridique plus ou moins légal. Non, pas plus ou moins légal. La reconnaissance du Congo comme État qui va être constitué
le 26 février 1885, lors de la signature de l'acte général de Berlin. Cette reconnaissance aura été sanctionnée par 14 États d'Europe, y compris les États-Unis d'Amérique. Mais suivez la déclaration faite par le baron de Courcelles, celui-là même l'ambassadeur plénipotentiaire extraordinaire de France à Berlin. Il aura fait la déclaration en son temps qui est entré dans le tunnel de l'ignorance, mais il faut que Sarkozy vienne et qu'il l'en exhume pour le présenter aux élus du peuple. L'ignorance nous aidant, tout le monde a crié. Or, ce que disait Sarkozy, c'est tout simplement qu'il avait confiance à l'Université du Congo. Une université qui commence depuis 1956. L'universitaire congolais, censé faire des recherches rigoureuses, ne pouvait pas ignorer ce que Sarkozy disait. Lisez le baron de Courcelles dans sa déclaration. Ça existe. Pour vous dire que, ici, nous croyons que le Congo n'est que politique. Pour preuve, aujourd'hui, toutes les crises que l'on développe, c'est autour des activités politiques. Or, les recherches que nous avons faites démontrent irréfragablement bien qu'il est impossible de résoudre les problèmes que le Congo rencontre par la considération exclusive de son aspect politique. Il faut attacher à cet aspect-là le Congo apolitique, celui qui est économique, celui qui est humanitaire et celui qui est scientifique. Et on l'aura appelé en son temps le comité d'études au Congo ou l'association internationale d'Afrique. Et cette association a des droits consacrés comme devant survivre à toutes les mutations politiques. Léopold II a voulu faire du Congo une propriété privée. On nous l'enseigne aujourd'hui, on l'enseigne encore à nos enfants. Une propriété privée de Léopold II. Mais quand on a entendu ça à la suite du testament qu'il signe le 2 août 1889, on lui retire le mandat qu'on lui donne en tant que président de l'État du Congo, l'État indépendant du Congo, pour le donner, pour le remettre la gestion du Congo à la Belgique. Même quand la Belgique y met aussi de sa turpitude pour transformer cet État qui est indépendant en une puissance politique coloniale belge, finalement, toutes les puissances ne l'auront pas suivi parce que le Congo, c'est un État dans la conception duquel se trouve l'indépendance ou la liberté, les droits fondamentaux de l'homme. Dans sa constitution, on retrouve ça. Et la coexistence de la relation entre le Congo politique et le Congo apolitique, c'est un devoir dont on ne peut pas se détourner. Malheureusement, depuis 1960, l'intellectuel congolais ne considère pas cet aspect des choses parce qu'il est ignorant. La Belgique l'a enseigné en lui disant « Non, monsieur, le Congo fut une propriété privée de Léopold II. Le Congo fut un État colonial belge. C'est ce qui est en tête. Certes, c'est un Congo politique, ce n'est pas le Congo apolitique. La Belgique ne pouvait pas coloniser les capitaux de la France, les capitaux des États-Unis, de l'Angleterre, de l'Allemagne qui se retrouvaient être investis ici chez nous. C'était impossible. C'est ce qui fera que, à tout moment, quand on a violé ces engagements-là, on retournait toujours aux origines du Congo que nous, on a découvertes. Et c'est ça la particularité de nos recherches scientifiques. Okay. Et ceux qui ignorent ça, ils sont plus dangereux que Corona. Les juristes qui ignorent ces aspects-là. Et je suis très fier d'un aîné, c'est le professeur Joly, parce qu'avec lui, on se complète sur l'essentiel. Suivez-le, il constitue une valeur importante. Les professeurs comme à l'UNIKIN, je cite le professeur Bochab, Évariste, c'est une valeur. C'est d'ailleurs
parmi les gens qui m'ont encadré suffisamment pour arriver au résultat à quoi on a abouti. Mais ici, je demande à ceux qui ignorent ces choses de faire un effort, de se mettre au pied de la science et apprendre ce qui est utile pour leur connaissance, laquelle connaissance il faut donner à la nation dont on a besoin. Justement, puisqu'on parle de cette nation, puisqu'on parle de ce Congo, je vous ai lu quelque part où vous évoquiez la nécessité pour tout celui qui est appelé à diriger ce pays d'être d'une certaine ambivalence, c'est-à-dire disposer des deux valeurs, dont une, c'est avoir une portée politique, et une autre, avoir une portée que vous aviez appelée celle qui est liée à un homme d'État. Donc il faut savoir dissocier, ou bien plutôt pas dissocier, mais il faut savoir créer une sorte de bassin où les deux peuvent aller ensemble. Et visiblement, apparemment, vous remarquez qu'en ce moment précis, il y a une valeur qui prend de l'avance vis-à-vis de l'autre, et c'est là... C'est la valeur politique. C'est la valeur politique qui prend de l'avance vis-à-vis de la valeur d'homme d'État. Et visiblement, cela a des conséquences sérieuses sur la nation. Ça ne s'explique pas facilement, mais prenez la photo de mon chef d'État, Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo. Je ne sais pas. Les gens ne comprennent pas pourquoi on écrit président de la République et chef de l'État. Cette tautologie sur une photo, ça signifie quoi? C'est hautement scientifique et c'est du droit. Il est à la fois chef de l'État du Congo et président de la République. Et quelle est la différence? Ça n'intéresse pas les gens. Lisez la Constitution française de 1958. Elle est fondée sur un bon nombre de principes, je cite 5, notamment le premier principe, c'est la Constitution. C'est plutôt la démocratie. Le deuxième principe, c'est la responsabilité du gouvernement devant le Parlement. Le troisième principe, c'est celui de l'indépendance de la justice. Le quatrième principe, c'est celui de l'association de la République avec les peuples d'outre-mer. Mathématiquement, on met un signe plus entre la République et les peuples d'outre-mer. Mathématiquement, ça signifie quoi? L'État français, en ce moment-là, devient une intégration de ces deux concepts. L'État français veut dire la République. Et cette République, ça concerne qui? Ça concerne les Français qualifiés comme originaires de France. De l'autre côté, les peuples d'outre-mer, il s'agit de tous ceux qui ont été placés sous la loi de la colonisation belge. Et c'est de là même l'origine de la double nationalité que l'on veut utiliser ici chez nous par imitation. On imite tout ce qui passe alors qu'ici chez nous... La colonisation française, vous vouliez dire? Oui, non, ici chez nous. Oui, la Belgique. Ici chez nous, on imite en disant non, nous voulons la double nationalité. Parce qu'en France, on le fait. Parce que j'ai étudié en France. Étudié d'abord le Congo. Connaissez le Congo. Ici chez nous, le principe de la double nationalité n'a pas de place. Et les étrangers qui viennent ici chez nous, ils ont chacun une nationalité à soi. Mais ils y trouvent aussi les nationaux qui ont leur nationalité. Mais comment mettre toutes les deux nationalités en coexistence pour faire une même population? C'est l'article 5 de l'acte général de Berlin qui dit spécifiquement ce que la France aura dit en 1958. L'acte général de Berlin, son cinquième article dit « La population du Congo est composée des nationaux. » Donc la nation congolaise existe déjà bien avant Berlin. Et elle est composée de qui? Des différents peuples.
pour ceux qui sont ignorants, qu'ils apprennent. Plus les étrangers. Et qui sont ces étrangers? C'est tous ceux-là qui viennent ici chez nous comme commerçants et suivants. Ce sont des commerçants, des gens qui viennent dans des missions, notamment religieuses. Autrefois, aujourd'hui, on peut parler de ceux qui viennent dans des missions onusiennes, par exemple. Ils ont l'identité congolaise, mais ils ne peuvent pas faire la politique ici chez nous. Ça, c'est une activité des nationaux. Mais ils viennent ici chez nous pour la paix, la sécurité et le développement. Et à ce titre, la suite ou l'appendice de cet article 5, il bénéficie d'un traitement égalitaire, pas au niveau politique. On a connu ici à Lubumbashi, ici à Kinshasa, la victoire de Chalupa aux élections, et puis on l'avait disqualifié parce qu'il était étranger et il ne pouvait pas faire la politique une activité réservée aux nationaux s'il n'avait pas encore acquis régulièrement la nationalité congolaise. Chalumpa, c'est un garçon qui est né aux environs d'Uvira. Et il a grandi là-bas. Il parle le Swahili mieux que les Congolais. Mais on lui a retiré cette victoire-là. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas régulièrement acquis ou formellement acquis la nationalité congolaise. Pour vous dire que nous, en tant que nation congolaise, nous sommes un tout. Et les étrangers sont aussi un tout. Les étrangers, ce n'est pas n'importe qui. Quand on parle des commerçants, ce n'est pas ceux qui viennent nous vendre des biscuits. Ce n'est pas ceux qui viennent nous vendre des bonbons, des chaussettes. Il s'agit de ceux qui viennent avec des capitaux importants qui sont aujourd'hui regroupés dans des sociétés multinationales. On les a connus dans le Katanga, on les a connus dans le Grand Lac, on les a connus dans le Kivu. Et ces gens-là, ils se sont impliqués dans l'industrie, le commerce et l'industrie. Ils se sont impliqués dans le commerce, pas le commerce de Wewa, et plutôt le transport de Wewa. Ils se sont impliqués dans l'agriculture, pêche et élevage. Et l'agriculture, ce sont des cheptels qui ont caractérisé l'existence de l'économie du Katanga notamment, de Grand Lac et du Kivu. Donc pour vous dire que aujourd'hui nous sommes en train de suivre une seule lièvre. Or, déjà à partir du 31 décembre 2011, vous avez été avec moi à l'UNIKIN quand je présentais cet élément à la suite d'une conférence que j'y avais tenue sous la direction du professeur, le doyen Chomba. On a expliqué, mais les gens sont distraits. À partir du 31 décembre 2011, la vie politique du Congo change. Parce qu'elle doit se mettre en partenariat avec les puissances du monde. Il y a un bon nombre de principes arrêtés pour ça. Et ceux qui ne veulent pas suivre, oui, aujourd'hui, si nous voyons la manière dont la vie du citoyen congolais est en train d'être paupérisée, on n'a pas d'eau, on n'a pas l'électricité, le salaire ne vient plus suffisamment, l'éducation, l'instruction, les soins médicaux, on n'en a plus, alors que en 60 jusqu'en 1975 par exemple, le Congo était en une situation verte, tout était prospère. Avec un salaire d'un enseignant, l'enseignant était capable, c'est lui de l'école primaire, il était capable de constituer sa vie et faire un bon démarrage après un rappel de 3 mois. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous vivons? Nous sommes professeurs d'université et ce que l'on nous paye, Matata nous a laissé avec un salaire de l'équivalent de 2000. Aujourd'hui, c'est moins d'1 000 $. Et ça réjouit certaines personnes. Et nous disons ceci, retournons comme la Belgique a dû retourner à l'origine pour se démarquer de la vie politique. Parce que le Congo, c'est plus un État qu'une nation, qu'une république. C'est plus, à côté de la république, il y a un État apolitique. Cet État apolitique s'occupe, de l'économie, il s'occupe de droits humains, des droits humanitaires, de l'amélioration des conditions de vie de l'homme, et 3, de la science, comme lampe sans quoi tout ce que l'on ferait ne réussirait pas au mieux. Donc, ce que nous pleurons, ce que nous déplorons plutôt, c'est le fait que, je ne sais pas, quand on a le pouvoir, je suis gouverneur, je suis ministre, je suis,
on oublie qu'il faut faire le travail que l'État doit faire. Et la Constitution de 2006 donne la charge à ceux qui dirigent l'État de réaliser deux choses. La première chose, c'est construire un État de droit. Pourquoi un État de droit? Parce qu'au Congo, il y a les droits fondamentaux de l'homme, de la nation et des étrangers. Le premier pilier de fiabilité. 2. Construire une nation politiquement forte, la nation congolaise. Et là, c'est le résultat d'intégration de tous les tribus, tous les peuples, autour d'un idéal commun que l'on appelle la nation congolaise. Et enfin, que cette république, c'est-à-dire cette nation, cette puissance nationale, soit fondée sur une démocratie à 4 têtes. La première tête, c'est politique. La troisième tête, c'est économique. La troisième tête, c'est sociale. Et la quatrième tête, la dernière, c'est culturelle. Dans les salons politiques comme dans les salons scientifiques, cette démocratie n'est pas encore examinée. L'état de droit n'est pas encore présenté. La puissance politique nationale n'est pas considérée parce que chaque fois, ce sont des termes que l'on veut mettre en exergue sur base de ce que nous apprenons dans des autres pays, notamment la France. On s'inspire toujours de la France, alors que le Congo a des particularités. Mais pourquoi vous dites que l'état de droit n'est pas installé? Une dernière question, pendant que l'on voit effectivement la justice prendre la vedette, rouler la vedette sur plusieurs autres aspects ces derniers temps. N'est-ce pas un des indicateurs prouvant à suffisance que l'état de droit commence à exister? Non. L'état de droit, c'est un concept savant. Il est créé par l'école allemande du 19e siècle de Riesikach et qui donne un contenu exact à cet état de droit, c'est-à-dire l'ensemble des droits et des obligations qui lient l'État à ses partenaires fondamentaux. Qui sont ces partenaires fondamentaux? C'est d'abord l'homme. C'est la nation congolaise et c'est des étrangers. Et tous ces droits-là se retrouvent être constitués en un arsenal juridique conventionnel de base. Malheureusement, que l'on ne connaît pas. Même la Constitution, quand nous l'appelons aujourd'hui, ce sont des questions d'école. Les vrais constitutionnalistes congolais, comme ils se vantent et ils se présentent comme tels, on ne les a pas vus à l'élaboration de cette constitution. On ne les a pas vus dans l'interprétation de cette constitution. On ne les a pas vus non plus dans la doctrine qui éclairerait, le cas échéant, les juges quand ils disent le droit. C'est des gens qui portent des vestes, des belles vestes, des juristes, et qui passent pour s'autoproclamer « je suis meilleur constitutionnaliste ». Ce n'est pas élégant. En science, ce que vous connaissez, c'est ce qu'ignore l'autre. Et ce que l'autre connaît, c'est ce que vous ignorez. Et la meilleure des pratiques, la meilleure des démarches, c'est celle de rencontrer celui qui dit le contraire pour engager le débat. Mais il y a combien de jours, moi, je demande que l'on fasse ce débat-là, il n'y en a pas. J'ai déjà rencontré le professeur Joly, on a échangé, on a cheminé sur les grandes lignes. Et le professeur Bochab m'a soutenu. Et ça, je préfère le dire, c'est lui qui fait du bien. Il faut toujours lui réserver une gratitude. Il m'a même remis pour appuyer mes recherches 100 billets de $100 dans une enveloppe en présence du professeur Toussaint Chilombo, qui était allé lui rendre visite pour dire, moi, je viens de suivre, cet homme est dangereux, je viens d'apprendre beaucoup de choses qui doivent nécessiter la curiosité scientifique ici chez nous. Merci. Donc vous comprenez en quoi c'est utile de connaître ce que les uns et les autres apportent. Merci beaucoup, professeur Gabriel Banza Malale Makuta, maître, honorable, président fondateur. Merci. Vous avez plusieurs casquettes, surtout, merci, surtout. Vous insistez beaucoup, je sais effectivement. Oui, parce que les gens me considèrent comme je suis
un scientifique de droit commun, j'ai une particularité d'être en même temps président. Pas président comme tout le monde, mais fondateur. Merci beaucoup, professeur. Merci à toute l'équipe technique de BSC Télévision. Et merci d'avoir fait confiance à Lingo RDC. On se revoit très prochainement. Au revoir.